rentrer dans le vif du sujet, on voulait juste vous préciser avec Stéphane ce qu'était l'innovation sociale. Donc, l'innovation sociale, c'est en fait l'envie, avec d'autres, de résoudre de nouvelles problématiques de société. Et on s'est donné l'envie avec Stéphane Yamandieu de résoudre la problématique de la sédentarité des jeunes. On sait, il y a de nombreuses études qui montrent que c'est vraiment un problème qui est vraiment général. Il est effectivement présent dans les quartiers politiques des villes, mais il est aussi présent dans d'autres quartiers. Et donc, on s'est donné envie avec Stéphane de travailler ce projet-là. Je voulais juste faire un petit zoom sur, vous pouvez y aller Inès, vous montrer qu'on teste ici. Donc voilà, donc ça, l'idée, c'est de tester, de mesurer localement des projets et de les dupliquer partout en France. Et là, on vous a mis à l'écran différents projets qu'on teste ici dans le Nord. C'est vrai que nous, Decathlon, on est nés dans le Nord et on a envie aussi de remercier les habitants du Nord qui nous ont fait confiance en 1976 quand on a ouvert nos premiers magasins. On ne serait pas 105 000 aujourd'hui dans le monde s'il n'y avait pas eu les nordistes pour nous faire confiance. Et donc, on a testé différents projets sur une grande agglomération lilloise, on va dire, avec l'idée de, si jamais ça marche et si jamais on estime que c'est pérenne, de les dupliquer partout en France. Et donc là, on va faire un zoom sur celui qu'on a mené avec Stéphane. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer une vidéo qui va vraiment retracer le projet, son historique, et puis après, on répond à vos questions. Les chiffres ne bougent pas trop. On a environ 30% des gamins qui ont un taux d'obésité 1 ou 2 en arrivée en 6e. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sédentarité des gamins. On a des temps d'exposition aux écrans qui nous alarment un peu. On est sur du 5, 6, 7, 8 heures par élève. Et puis après, au niveau des professeurs de PS, on a fait aussi un sondage en début d'année. Et il s'avère qu'il y a peu de gamins, surtout à partir de la 4e, 3e, qui ont une activité sportive régulière en dehors des heures de sport réglementaires. Le projet qu'on illustre aujourd'hui, c'est un projet qui est né d'une envie commune avec le Collège Pierre Mendès France de Tourcoing, d'imaginer avec du marquage au sol des ateliers qui donneraient envie aux enfants de bouger. Alors ce projet a été construit donc, avec la Fondation Decathlon et des décathloniens et également les avis des élèves. Donc on avait mis en place un petit groupe de réflexion, donc les 3e que j'ai en charge et des élèves de 6e et de 5e. Et à partir de là, on a défini avec eux quel genre d'activité ils pourraient ou ils aimeraient pratiquer lors des temps méridiens et la pause de 10 heures également. On a mis plusieurs semaines à réfléchir sur les différents ateliers avec du coup 2 professeurs, le directeur et 2 autres élèves. On a tous les ateliers qu'on voulait et que les profs voulaient. Et on est plutôt satisfait de tous les ateliers qu'on a. Mon envie dans ce projet, c'est de voir les élèves s'amuser en faisant du sport, etc. Le résultat du design actif, je le trouve très bien. Je suis très heureux de voir que mon collège soit bien beau, bien coloré. Je trouve que ça a redonné vie au collège et que tous les efforts qu'on a fournis pour avoir le projet, c'était pas pour rien. C'est très beau, c'est très coloré, j'aime bien. C'est très joli. Les élèves vont donc utiliser le tapis de marche, mais également le vélo. Ils vont faire un certain nombre de kilomètres et on a une carte de France et une carte d'Europe et on va organiser des petits challenges où ils vont donc comptabiliser leurs kilomètres et on fera du coup les différentes étapes du Tour de France pour que les élèves puissent se rendre compte donc des différentes villes traversées, mais aussi du nombre de kilomètres. Pour pouvoir mettre en place ce projet, on est allé chercher un financement auprès de la Fondation Decathlon qui a accepté exceptionnellement de nous suivre, même si c'est un établissement public, parce que justement elle a trouvé qu'il y avait une vraie dynamique, qu'il y avait un côté durable dans ce projet, avec la volonté de mesurer sur la durée, l'efficacité et puis surtout le bienfait sur les jeunes. Et puis il y avait aussi cette volonté d'ouvrir ce collège vers l'extérieur, vers la cité éducative de Tourcoing et donc de toucher un peu plus de jeunes. Le collège a souhaité associer à ce projet 2 autres partenaires
partenaires, un jeune graffeur tourquenois qui a fait une magnifique fresque sur l'atelier sport de combat, et puis un lycée professionnel, le lycée Le Corbusier, qui a travaillé qui a proposé plusieurs designs pour les contre-marches et inciter les gamins de rendre un peu fun la montée des escaliers ici sur les 3 niveaux du collège. C'est une fierté déjà personnelle et même pour l'établissement, pour les élèves qui sont donc contents aussi de venir et qui même sans s'en rendre compte, mais des élèves qui détestent le sport font donc du sport et vont bouger au quotidien. Donc ça c'est cool. Le fait de l'avoir dans la cour de récréation, ça a permis aux élèves de s'inscrire vraiment pleinement dans le projet et du coup de pratiquer vraiment. Le projet fait vraiment sens là, quand on voit comment les jeunes s'en emparent. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, puis qui fera peut-être des petits aussi, parce que l'idée c'est aussi d'essaimer, et puis peut-être aussi d'être source d'inspiration pour d'autres établissements ou d'autres collègues, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments, peut-être sur un retour sur comment ça s'est mis en place dans le collège. Je parle de la réaction des collégiens. On l'a vu un petit peu sur la vidéo, mais je pense que vous avez peut-être plus d'éléments à ce sujet-là. Si on part à la genèse du projet, ça a commencé suite à l'année dernière des échanges un peu informels comme ça avec les professeurs de PS. Devant le constat un petit peu attristant du cross du collège, avec beaucoup d'élèves qui au bout de 300-400 mètres peinaient déjà. Et donc, on s'est un petit peu interrogé sur des stratégies qu'on pouvait mettre en place pour, au-delà des heures de PS réglementaires, voir comment on pouvait susciter cette envie de bouger. Vous avez bien dit en préambule là, qu'il ne s'agit pas de faire de sport, mais plus d'activité physique. Et puis, les 2 professeurs que vous avez vus sur le documentaire, là, sont venus avec un projet à l'issue d'un workshop qui a été organisé justement dans le cadre des cités éducatives avec différents acteurs pour voir comment on pouvait se mobiliser autour de cette vraie problématique de santé, puisque le rapport du professeur Carré, là, qui a été réalisé auprès de 9000 collégiens, il établit bien qu'on va quand même au-devant d'une crise sanitaire majeure si on ne fait rien pour faire bouger nos jeunes. Et donc, ce projet-là a émergé. C'est le fruit de la réflexion de 5-6 acteurs de l'établissement. Voilà, en transdisciplinarité, un professeur d'histoire géo, de PS, comme quoi ce n'est pas seulement réservé justement aux professeurs de PS. Et puis, ça va aussi derrière un projet global d'interdisciplinarité dans le cadre de projets où justement le PS s'intègre aussi aux enseignements disciplinaires plus, entre guillemets, classiques. Donc, grâce à la Fondation Décathlon, voilà, c'est un projet aussi après qui a été porté par les élèves parce qu'ils ont été consultés. On a pu le déployer et là, on l'a lancé, Laurent, je sais pas, il y a environ, c'est sorti de terre il y a un mois et demi. À la suite de ça, les professeurs de PS ont formé les gamins, parce qu'en fait, vous avez pu voir, c'est du marquage au sol, mais il y a des sports innovants. Donc, pour initier les gamins, ils en ont fait aussi un objet pédagogique. Et puis là, l'extrait que vous avez vu, c'était en fait une olympiade qui était organisée à destination de tous les élèves pour qu'ils s'en emparent. Et après, on va nous observer de notre côté comment ça génère cette envie de pratiquer. Donc là, les premiers retours, ils sont plutôt positifs. On a des ateliers qui plaisent plus que d'autres. Après, ça va dépendre aussi, je pense, des saisons. Ça va dépendre aussi, d'après ce qu'on peut voir aussi, on veut vraiment de la mixité. Mais bon, il y a des ateliers qui sont plus investis par des garçons, d'autres par des filles. Donc, l'idée après, c'est d'évaluer ça d'ici quelques semaines et quelques mois pour voir un petit peu la plus-value qu'on a pour les gamins. Mais pour l'instant, c'est plutôt encourageant. Oui. En fait, l'idée dans le projet, c'est vraiment, ce que disait Laurent, c'est donner la possibilité à chaque gamin en dehors des cours de bouger. C'est-à-dire qu'en fait, un gamin, il sort de cours, il peut aller sur un tapis de course, il peut jouer, il peut faire du one wall, il peut faire du triple saut, voilà. En fait, tout est. Et puis après, derrière, dans le design, effectivement, on met en avant l'effort sportif, on met aussi en avant
les sportifs, comme vous avez pu voir à travers la fresque. On essaie de créer un écosystème un peu favorable à la pratique sportive. Il y a quelqu'un qui demande que sont les heures réglementaires. Donc, je me suis permise de répondre que c'était les heures prévues dans mon programme. Tu dis si j'ai dit une bêtise. Et après, on demande combien par semaine ça fait d'heures. Combien quoi? D'heures par semaine, il y a d'heures de PS réglementaires, comme tu dis. Alors, c'est 4 heures en 6e, 3 heures en 5e, en 4e et en 3e, donc sur le cycle 4. Ce qui est très réduit, hein, si on regarde un petit peu ce que recommande l'OMS en termes d'activité sportive. Donc, c'est pour ça que si en dehors de ces heures de PS-là, on peut avoir une activité physique quotidienne, sachant que le sondage qu'on avait effectué auprès des élèves en début d'année, parce qu'on est aussi engagé au niveau du collège dans l'expérimentation 2 heures supplémentaires, 2 heures de sport supplémentaires au collège, on avait réalisé un sondage et en fait, il s'avère que il y a quand même un degré de pratique sportive en dehors de l'EPS assez élevé chez les 6e, 5e, mais quand on monte en âge, 4e, 3e, ça se réduit considérablement et c'est là que les mauvaises habitudes s'ancrent. Donc, on essaie de prévenir ça aussi. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, juste par rapport aux éléments qui sont dans le chat, effectivement, vous avez parlé de la mixité filles-garçons, donc peut-être encore un peu d'appropriation de l'espace par les garçons, en tout cas de certains ateliers par les garçons. Est-ce que vous avez peut-être des stratégies, vous allez peut-être mettre des choses en place pour essayer de favoriser cette mixité de genre? La mixité, elle se fait peu en fait sur l'atelier tennis-ballon. Donc voilà, dans le cas des ateliers, c'était vraiment ce que les porteurs de projet avaient gardé en tête, faire en sorte que ce ne soit pas des activités entre guillemets trop genrées. Bon, après, le tennis-ballon, voilà, on n'y échappe pas trop. Sinon, après, on a une vraie mixité sur les autres ateliers. Donc, y compris l'idée, c'est pas non sport plus de combat. d'être trop cadrant et de laisser justement l'élève autonome et acteur dans sa pratique. Hein, donc, on n'est pas là à leur dire vas-y, il faut que tu ailles sur tel atelier parce que c'est la récré, il y va s'il en a envie, parce que ça doit rester du plaisir en fait. L'idée, c'est ça aussi, de générer cette envie de plaisir. Parce que des fois, le cours de PS, pour le peu qu'on soit sur un cycle avec une activité qui ne vous botte pas trop, vous pouvez peut-être y trouver quelque chose d'un peu contraignant, alors que là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une palette aussi large que possible pour répondre aux besoins de chaque gamin. Après, l'objectif, c'est que les enfants s'en emparent et qu'ils imaginent eux-mêmes leur propre jeu. Là, on a les images que vous avez vues, et c'est un temps qu'on a organisé, que les équipes de Stéphane ont organisé pour montrer aussi aux jeunes comment est-ce qu'ils pouvaient s'approprier l'espace. Mais après, voilà, ils ont plein d'imagination et ceux qui vont ensuite décider de la façon dont ils veulent l'utiliser. Et après, nous, on doit se voir pour essayer de définir des indicateurs aussi de performance pour mesurer, est-ce que le nombre de dispenses de sport diminue? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui s'inscrivent dans les associations sportives du collège? Est-ce qu'il y en a qui vont s'inscrire dans des clubs? Et donc, tout ça, on va devoir, on va se voir là début d'été, parce qu'on vous a dit, le design actif a été posé le 2 mai, donc c'est tout frais. Hein. Et donc, on doit se voir là avant le début des vacances scolaires pour essayer de définir dès la rentrée prochaine les critères sur lesquels qu'on va mesurer et puis après comment essayer dès le retour des élèves de les remettre autour de ces designs actifs. Oui, et puis alors pour rebondir aussi sur ce que dit Laurence, grâce à Laurence qui fait l'intermédiaire entre les divers porteurs de projets et les différentes expérimentations, on va aussi nous venir capitaliser sur une expérience qui a été menée à Armentières, justement avec une application pour rendre la chose encore plus ludique et puis insuffler aussi une forme de challenge. Voilà. Parce que pour répondre à une question du chat qui disait, est-ce que c'est qui posait la question du sens, le premier des sens pour le gamin, c'est de s'amuser, quoi. Donc, à partir du moment où un gamin s'amuse, forcément, il trouve du sens. Si après, effectivement, on peut en faire un levier pédagogique, on le fait aussi. C'est ce qui est aussi dans le cas des contre-marches. Il y a un calcul de calories qui est fait pour qu'un gamin sache combien il dépense de calories quand il monte des escaliers, etc. Donc, ça peut paraître peut-être comme ça un petit peu artificiel, mais l'idée, c'est d'ailleurs aussi que l'enseignement, à partir du moment où vous allez sur une pédagogie de projet, vous allez intégrer l'EPS aussi, justement, vous voyez, la SVT, vous pouvez en SVT
faire du sport, entre guillemets, parce que vous allez parler de VMA et puis vous allez mettre ça en lien avec les maths, etc. Donc, en fait, là, ça passe aussi beaucoup par la pédagogie. Donc après, des choses qui fonctionnent moins bien que d'autres, ça, on va le voir. Il y a des choses qui font peut-être plus sens que d'autres, mais pour l'instant, là, on est au niveau encore, on est à un mois de lancement, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on va aussi, nous, se renseigner sur les expérimentations qui sont menées, parce qu'encore, l'idée, c'est vraiment de mutualiser et puis de prendre un petit peu ce qui fonctionne. On n'est pas innovant en soi, on est innovant peut-être un peu dans l'ampleur du projet, parce que c'est un projet quand même coûteux, mais voilà, le design actif, c'est pas nous qui l'avons inventé. Encore une fois, ça vient justement de rencontres avec des acteurs, des professionnels, parce que l'éducation nationale, voilà, peut pas répondre à tout, n'est pas experte sur tout, et on se nourrit beaucoup. C'est aussi ça l'enjeu des cités éducatives, des différentes cultures et des différentes expertises. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Effectivement, on sait l'importance d'essaimer, de capitaliser. Et j'ai vu dans le chat qu'il y avait des questions par rapport à des nécessités d'avoir plus d'éléments sur ce projet-là. Donc, comme ça a été dit, on va réaliser un dossier qui sera disponible en courant de l'été. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'IREV à ce moment-là pour avoir plus d'éléments. Merci beaucoup, Madame Fischer et Monsieur Yamendjou. Stéphane, c'est bien, Stéphane. Voilà. Stéphane. Merci encore. Je sais que vous avez des impératifs et vous êtes assez pressés. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres interventions. Excusez-moi, je voudrais juste intervenir. Céline Goupil du CORIF. Donc, on travaille sur l'égalité entre femmes et hommes, en particulier professionnelle, mais aussi dans l'espace public. Et vous soulignez l'importance de l'appropriation de l'espace, notamment par les jeunes filles. Vous tiriez également ce constat pour l'instant qu'il y avait une répartition genrée des ateliers. Alors, j'ai pas très bien compris, le tennis-ballon, c'est ce qui est le plus mixte ou le moins mixte? Alors, non genré, je parlais vraiment d'une tendance sur un atelier. Mais c'est un atelier, en fait, si vous voulez, c'est un atelier multisport. Donc là, actuellement, il y a tennis-ballon, mais ça peut très bien être aussi balle au prisonnier. Par exemple, sur balle au prisonnier, ça va être beaucoup plus mixte. Donc après, voilà, l'idée, c'est aussi de répondre aux besoins des gamins. Donc il y a des gamins qui sont vraiment passionnés de foot, qui bougent, et voilà, ils font aussi moins de bêtises. Ouais. Alors effectivement, sur la vidéo, ça se remarque de toute façon que les filles investissent visiblement plus la marelle, le tir à l'arc, le tapis, et les garçons la boxe et le basket. J'étais juste interpellée en fait par la fresque. Je m'interrogeais pour voir je me demandais si on l'avait vu en totalité. En tout cas, j'étais interpellée par le fait qu'il y ait, d'après ce que j'ai vu, uniquement des représentations de sportifs et pas de femmes sportives. Vous avez vu Mohamed Ali et Zinedine Zidane, vous n'avez pas vu Gianni Longo, vous n'avez pas vu Serena Williams qui occupe la partie centrale et aussi une athlète handisport. D'accord, ok. La parité, elle est vraiment respectée au niveau de la presse. Je m'interrogeais juste, en fait, étant donné qu'on ne les voit pas à l'image, est-ce qu'il y a des représentations ou pas de femmes sportives? Et puis par rapport à la vidéo, si vous voulez, c'était des ateliers encadrés, donc c'était, voilà, les gamins tournaient, mais les groupes étaient constitués. Donc vous avez peut-être vu des filles, mais c'était vraiment sur des ateliers où c'était complètement mixte. D'accord, ok. C'est très important d'être vigilant sur le sujet. On l'est aussi, on est labellisé égalité filles-garçons, donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre réflexion en permanence. Merci beaucoup, puis bravo pour cette initiative. Merci à vous. Et dans les porteurs de projet, il y avait 2 jeunes filles et un garçon. Et c'est vrai qu'on était vraiment attelés à aussi partir de leurs besoins à eux, de leur envie. Parce que si vous faites, c'est comme quand on fait des produits, si on les fait sans les clients, pour les utilisateurs pour qui ils sont prévus, des fois vous tombez à côté de la plaque. Et là, on a vraiment voulu aussi associer les enfants à la démarche et voilà, faire quelque chose qui corresponde à ce qu'ils voulaient. C'est ce que dit Manel d'ailleurs dans la vidéo. Ça correspond à ce qu'ils voulaient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, sans plus attendre, on va introduire la prochaine intervention. On voit aujourd'hui du coup que ces réflexions sur l'aménagement ou le réaménagement des cours d'école, elles sont vraiment fondamentales, à la fois pour influer sur l'activité physique des jeunes, mais aussi sur les inégalités filles-garçons. Il y a aussi toutes ces problématiques de végétalisation par rapport aux îlots de chaleur qui émergent. Et donc, pour mener une vraie politique de promotion de la santé auprès des enfants et des adolescentes,
il est probablement nécessaire de mettre en œuvre des stratégies globales et de mettre en cohérence les différents acteurs et actrices et les différents temps de prise en charge des jeunes. Et ça demande de repenser les aménagements à l'intérieur, mais également à l'extérieur des établissements scolaires. Et ça demande aussi d'accompagner ces changements par des démarches d'accompagnement socio-éducative parfois. Et c'est ce dont on va parler avec Céline Pruvot, qui est directrice du projet éducatif global à la ville de Lille. Et je vous laisse la parole tout de suite. Merci, bonjour à tous. Je suis accompagnée aujourd'hui de Lilou, qui est stagiaire chez moi sur la question de la ville à hauteur d'enfant. Et voilà, et pour répondre à la question de quels enjeux pour les collectivités pour impulser une dynamique, pour pérenniser l'activité physique dans tous les temps de l'enfant. Et c'est une question qu'on s'est fortement posée lors de nos réaménagements de cours d'école. Voilà, peut-être à partir du préambule, la ville de Lille, on porte depuis 2005 un projet éducatif global. Un projet éducatif global qui a pour sa première ambition de permettre à chaque enfant de réussir sur tous ses temps de vie, que ce soit à l'école et en dehors de l'école, et donc de lui ouvrir le plus... l'ouvrir l'enfant le plus de manière culturelle et sportive. Et donc, du coup, la ville se dote de plans. C'est quoi un plan? Un plan, c'est les services de la ville qui travaillent auprès des enfants sur temps scolaire et sur temps périscolaire. Donc, on a le plan nature, on a le plan lecture, on a le plan sciences, on a le plan musique avec l'ensemble des DUMIS de la ville, mais aussi on a le plan sport qui travaille, donc c'est l'ensemble des éducateurs sportifs, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, et qui travaillent pour développer l'activité physique chez les enfants. Donc c'est une politique publique qui est complètement volontariste. On intervient dans toutes les écoles de la ville, dès 6 ans jusqu'au CM2, et on porte aussi des événements, que ce soit des challenges scolaires en partenariat avec les clubs de la ville et de la métropole, mais aussi lors d'événements importants comme peut l'être actuellement, comme l'accueil de la Coupe du Monde de rugby, ou comme Terre de Jeux 2024, mais aussi ce week-end, du coup, on a une grosse semaine autour des Jeux olympiques, et on en parlera un peu plus tard, mais en tout cas, tous ces événements sont à destination des enfants et sont fortement portés par la direction des sports. On développe aussi en parallèle le savoir nager et le savoir rouler, et notamment à travers des classes transplantées autour du vélo pour permettre à chaque enfant en sortie de CM2 d'être plus à l'aise avec son vélo et de connaître plus facilement sa ville, son territoire et les endroits où il peut pratiquer. Voilà, tout ça pour vous dire que le sport est pour nous important, et quand on a végétalisé l'ensemble des cours d'école de la ville, avec notamment un très gros programme, parce qu'on végétalise aujourd'hui 3 grosses cours d'école, où on enlève l'ensemble du sol béton et on retravaille la question des usages de la cour d'école, il est pour nous important de penser la pratique des enfants à travers ces aménagements, et de surtout pas supprimer l'activité physique, parce que pour nous, ça reste un des temps et un des lieux de pratique les plus importants chez les enfants, la cour d'école, que ce soit sur le temps de récréation, le temps du midi, et notamment ce qu'on a pu voir et ce qui a pu être développé durant le Covid sur le temps de classe, c'est ce qu'on appelle chez nous la classe du dehors. Voilà, alors je ne rappelle pas les grands principes des cours d'école végétalisés à Lille. Le but, c'était de réduire les îlots de chaleur en cœur de ville, et donc notamment de créer des endroits de fraîcheur, et donc de prendre les écoles actrices de la limitation de ce réchauffement climatique. Et qui était important pour nous de créer ces îlots de fraîcheur, c'était aussi agir sur les habitations à côté, et de permettre aux habitants d'utiliser aussi ces cours d'école comme des lieux de vie sur le temps du week-end et du soir. En parallèle, on a mené dans nos écoles un plan cours d'école autour de l'égalité filles-garçons, et notamment de permettre à chacun d'y trouver sa place. Aujourd'hui, cela date depuis 2018. Aujourd'hui, on a des retours de l'éducation nationale, des usagers de l'école qui nous font part, en tout cas, d'un climat scolaire beaucoup plus apaisé depuis que les usages sont pensés par les enfants, par la communauté éducative, où chacun peut trouver sa place. Je ne sais pas si PowerPoint, du coup, peut défiler en même temps, parce que du coup, ça montre quelques images. En tout cas, ça parle mieux, des fois, de voir des images que... On essaye de le récupérer. Je pense qu'on va réussir là tout de suite. D'accord. Bon.
En tout cas, voilà, donc les cours d'école, on y met une place importante à l'activité physique pour tous et pour toutes, notamment avec la question du déplacement, et ça dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que pour nous, c'était important d'éviter d'installer, comme on a pu le voir dans les années 90, des jeux sous un sol souple où les enfants peuvent être en attente pendant 25 minutes le temps de la récréation pour descendre un toboggan qui dure à peu près 20 secondes. Et donc, pour nous, c'était important de travailler la question de la motricité et notamment du parcours. Et donc, on va installer aujourd'hui des jeux dès le plus jeune âge, sous copeaux ou sous l'herbe, mais en tout cas, où on va toujours penser l'enfant en mouvement. Donc, l'enfant va vivre un parcours à travers des modules en bois, des troncs d'arbres, des grumes, des plots en bois, et puis ça va se terminer dans un labyrinthe végétal. Mais en tout cas, l'objectif de ces installations, c'est vraiment de travailler le déplacement et mettre l'enfant en mouvement, et ce, dès son plus jeune âge. On a pensé aussi ces aménagements à travers des verbes qui sont assez simples, qui sont monter, descendre, sauter, grimper, voilà, des verbes d'action qui permettent de toujours se dire ce que j'installe dans ma cour d'école va permettre aux enfants d'agir sur leurs activités. Je ne sais pas du coup si ça passe. Et voilà. Quelle slide, Céline, du coup, comme vous avez avancé à peu près? Là, vous pouvez passer la 4, par exemple, ça montre une école aménagée. Comme ça? Voilà, alors là, vous voyez, c'est une école à bois blanc, quartier politique de la ville, éducation prioritaire. On a complètement végétalisé cette cour d'école avec soit du sol perméable, donc vous voyez en joint en gazonné ou en terre-plein, mais on garde, comme vous le voyez sur cette image, un espace sportif qui est pour nous essentiel sur tous les temps de l'enfant. Et puis, on va retravailler l'usage. Vous pouvez passer à la suivante, du coup. Donc voilà, donc ça c'est aussi un autre exemple dans une cour d'école en plein cœur du Vieux-Lille où on a aménagé un espace assez simple, mais pour permettre de mettre les enfants en mouvement. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder, c'était la question du jeu libre, qui est pour nous une étape aussi importante parce qu'on va développer l'imagination de l'enfant à travers des jeux assez simples. On peut passer à la suivante. Voilà, donc c'est soit des jeux au sol, vous voyez, c'est assez simple. Ce n'est pas des grandes marelles, ce n'est pas des grands jeux qu'on pouvait voir auparavant. C'est vraiment à travers ce que vous voyez là, c'est du pavé drainant, donc qui permet nous d'infiltrer l'eau en parcelle parce qu'on a des grosses difficultés d'infiltration d'eau sur l'île. Et notamment, ça va aller remplir les cuves qui vont permettre aux jardiniers après de venir arroser les espaces végétalisés. Mais vous voyez, c'est des jeux qui sont assez simples et qui permettent aussi d'avoir un usage à l'instant T et puis un autre à un autre instant. Mais vraiment de ne pas enfermer l'enfant dans son usage. On va y travailler, je ne sais pas si on peut le voir un peu plus, c'est la question des guides d'usage. Vous voyez, donc là, il y a plusieurs exemples. La slide d'avant, il y avait aussi des exemples où vous voyez, il y a des endroits où dans ma cour d'école, je peux me poser, je peux courir avec un ballon, je peux courir sans ballon, je peux sauter. Et tous ces guides d'usage sont travaillés avec les enfants lors de concertations qui sont menées pour nous par Récréation Urbaine, qui, après intervention du VRD, du Gros œuvre dans l'été, retourne à l'école et travaille avec les enfants le guide d'usage, qui est signé comme un règlement intérieur de l'école. Et donc, c'est l'enfant, avec la communauté éducative, qui décide de ces zones que vous voyez en bleu, en jaune, en orange, là où je peux courir, là où je peux me détendre, là où je peux m'asseoir. Et ça permet à chaque enfant, en tout cas, d'y trouver sa place. On peut passer du coup à la slide suivante. Voilà, donc ça c'est un guide d'usage qui a été fait, c'est un des premiers guides d'usage qui a été fait. Vous voyez, on a maintenu la surface sportive en bleu parce que on est à Turgot, on est à l'île Sud, et quand on est arrivé dans cette école-là, il n'y avait qu'un seul arbre au milieu de la cour d'école. Et on avait par contre 3 terrains de foot, celui du cycle 2, celui du cycle 3 et puis celui des meilleurs. Enfin, je vous l'ai fait grossier, mais c'était un peu ça. Et là, l'idée, c'était vraiment de retravailler l'usage et que chacun y trouve sa place. Et donc, on a créé ces petits pictogrammes. Je peux faire quoi à quel endroit? On peut passer dans la slide suivante. Voilà, donc la cour d'école
qui est lié au guide d'usage que je viens de vous parler juste avant. Donc, c'est Turgot. Donc, vous voyez bien, avant, il n'y avait que cet arbre avec un préau qui était complètement traversé. Aujourd'hui, on a protégé ce préau par la plantation de houblon et de clématite par un pare-ballon végétal qui permet en tout cas d'isoler la surface sportive d'une surface un peu plus calme de jeux d'imitation. Et puis, on a créé à la place du terrain de foot, de basket, une promenade complètement végétalisée où les enfants peuvent se promener tranquillement dans leur cours d'école. Voilà. Et puis, dans cette même cour d'école, on a créé donc un labyrinthe végétal parce que la première chose que les enfants nous ont demandé, comme il n'y avait qu'un seul arbre, c'était de pouvoir se cacher. Et il n'y a rien de plus marrant comme jeu de se cacher dans les buissons. Donc aujourd'hui, ce labyrinthe végétal a complètement poussé et donc on ne voit plus les enfants qui se cachent. Et puis le petit exemple en bas, c'est vraiment, ils ont voulu créer leur ville, c'est développer l'imagination. Et donc c'est la ville de Lille et donc ils sortent les Lego, les voitures, les grands jeux, enfin les jeux d'imitation et puis ils s'amusent et ça permet aussi encore une autre façon d'utiliser sa cour d'école comme un espace de jeu. Passer à la suivante. Et donc là, voilà, je rebondis notamment avec mes collègues de la direction des sports qui, dans le cadre de Terre de Jeux 2024, voulaient permettre la promotion des Jeux olympiques dans les cours d'école. Et donc, on s'est appuyé sur ces aménagements de cours d'école et notamment sur les cours d'école qu'on a refait avec les guides d'usage, etc., pour dire ce n'est pas parce qu'on a végétalisé, ce n'est pas parce qu'il y a moins d'espace qu'on ne peut pas jouer. Par contre, c'est comment on transforme ces espaces comme des nouveaux usages. Et donc, on a travaillé avec les éducateurs sportifs de la direction des sports à travers cette opération Ma cour d'école olympique. Et donc, on a créé des fiches d'activité, des propositions de jeux qui sont affichées dans la cour d'école où les enfants peuvent jouer en complète autonomie. Donc, il y a eu cet événement, Ma cour d'école olympique. On a doté les cours d'école de jeux pré-sportifs. Et puis, après, on a créé ces fiches-là avec les enfants. Elles sont affichées dans la cour d'école. Et comme ça, les enfants, d'année en année, savent aussi et connaissent du coup des nouveaux jeux. Il y a quelques exemples derrière, il me semble. Si on peut passer. Voilà, donc ça, c'était le livret du coup de la semaine olympique et paralympique avec des initiations. Et du coup, voilà, par exemple, ils ont créé une fiche autour du 6 et foot. Donc, cette fiche-là, on est toujours à Turgot. Ils l'ont créée donc du coup, ils l'ont accrochée dans la cour d'école. Ensuite, il doit y en avoir encore 2-3 exemples. Voilà, donc vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la ville de Lille. Et mes collègues des sports, ils en ont fait un atelier d'orientation qui s'appelle le village olympique. Et donc, ils ont proposé un jeu pour les enfants. Il y a les slides spray et du coup voilà, donc là c'était aussi ce que les enfants appelaient au départ un podium et donc c'est comment à travers ce banc qui était entouré de 2 arbres, on peut aussi y faire des jeux sportifs avec des figures imposées. Voilà, là c'est un exemple qui est plus dans une école maternelle, vous voyez le avant-après, donc avant on avait des jeux en strapontin, donc il n'y avait qu'un enfant qui avait le droit de jouer. Voilà, quand je parlais tout à l'heure de la question du parcours, on crée du coup un parcours de motricité en bois, sous copeaux, et puis on a un traitement du coup différent de l'usage de la cour d'école, donc là on est en maternelle. La suivante. Tu peux passer du coup, Inès. Je ne sais pas si elle m'entend. Si elle y arrive. Si, Elle arrive peut-être. Non, ça... Voilà, juste avant. Ça, en fait, ça bug un petit peu, je suis désolée. Voilà. Attends, hop. Ouais. Il n'a pas trop aimé, je ne sais pas pourquoi. Non, écoute, essaye d'enchaîner. La dernière, bon. La dernière. Pas la dernière, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de la remettre. Excuse-moi, j'arrête le partage et je remets. Ok, donc la dernière slide, elle vous parle notamment de la place du jeu libre dans les écoles à Lille et c'est quelque chose qu'on souhaite développer fortement.
Alors, on installe ce qu'on appelle des ateliers de récupération. Donc, on récupère les vieilles frites de la piscine, les vieux plots qui ne servent plus au stationnement. Enfin, voilà, c'est vraiment que de l'économie circulaire. Et l'objectif des vieux tapis, des vieilles valises. Et l'objectif, c'est ce qu'on appelle, on les met dans une cabane qu'on appelle la cabane à musée. Et les enfants les sortent au moment de la récréation, au moment où l'enseignant veut travailler aussi la question du langage, de savoir s'exprimer, etc. Et ça permet de développer fortement l'imagination des enfants. Et surtout, c'est encore une proposition de jeu qu'on peut faire. Et du coup, voilà, les enfants se déplacent, ils portent, ils jouent avec les cerceaux. À Lille, on a eu la période du carnaval, ils utilisent des vieux barils de lessive pour refaire le carnaval qu'ils ont vécu du week-end, etc. Donc, vraiment, il y a le sujet de l'imagination. Elles sont juste un peu triées par catégorie. Et donc, c'est ce que vous voyez après, si on arrive à montrer la slide dans le chalet. Et puis voilà, puis la question des traçages qui est pour nous importante et en tout cas on ne veut plus qu'elle se fonde à travers des marelles. En fait, ce qu'on souhaite vraiment dans nos traçages de cours d'école, c'est vraiment de laisser libre imagination aussi aux enfants pour qu'à l'instant T, ce soit tel jeu et puis que l'heure d'après, ce soit un autre jeu qui apparaisse sous un même traçage. Voilà, donc voilà un peu la dernière slide que je voulais vous montrer. Et on installe aussi, et ça c'est fortement, les enfants adorent, c'est le mur d'escalade dès l'âge de maternelle. Et puis, voilà, voilà, comme les skylines, c'est pareil, c'est quelque chose que ça fonctionne voilà, dès l'âge de la maternelle. Ça ne coûte pas si cher que ça. Et c'est encore une nouvelle proposition qu'on fait aux écoles de la ville. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, c'était juste de surtout parler, de dire profitons de cette tendance qui est la végétalisation des cours d'école, de ces nouveaux aménagements, pour penser aussi la place de l'activité physique pour les enfants et de mettre toujours les enfants en mouvement et ne pas les laisser sur des situations où ils peuvent être où ça peut être stagné. Voilà, l'éducation nationale a sorti les 30 minutes par jour. Je pense que c'est important de rentrer dedans et de pouvoir être force de proposition quand on pense nos cours d'école à hauteur d'enfant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on avait une petite question dans le chat, mais avant ça, peut-être que vous pourriez nous expliquer aussi comment, la stratégie qui a été mise en place pour impliquer tous les acteurs de la communauté éducative dans ces projets, dans l'animation aussi des réalisations qui ont été faites. Alors oui, la force, c'est le projet éducatif global de la ville, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, il existe depuis 2005, donc le travail en transversalité se fait de manière, je ne vais pas dire naturelle, mais quasi, c'est-à-dire qu'on coordonne ici au sein de ma direction l'ensemble de ces plans, et notamment le plan sport. Et quand on a pensé l'aménagement de ces nouveaux espaces, on a pensé aussi à nos collègues éducateurs sportifs et on s'est dit on ne peut pas les mettre dans la boucle de ces futurs aménagements et de leur poser la question de c'est quoi vos besoins et comment on peut à la fois végétaliser sans non plus empêcher l'activité physique des enfants. Donc ça, c'était un des premiers points. Après, il faut savoir que quand on végétalise une cour d'école à Lille, on dit toujours c'est 18 mois, c'est-à-dire que entre le moment où on a une programmation là, qui est faite jusqu'en 2026, mais on sait dans quelle école on va intervenir, parce qu'on va intervenir dans les écoles qui sont le plus en zone blanche, la zone dépourvue de parcs à proximité et d'espaces verts à proximité. Ensuite, on a ce qu'on appelle une phase de concertation, qui est menée par un tiers, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas, nous, la ville de Lille, la mener. Et donc, on fait appel à une association qui mène ça pour nous et qui nous permet de prendre du recul nécessaire à ce que peut être la cour d'école. Et donc, elle va questionner à la fois les enfants, à la fois les ATSEM, à la fois les animateurs du périscolaire, mais aussi les enseignants. Et tout le monde va être traité de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le directeur d'école qui donne en premier son avis et voilà, ça c'est vraiment... on concerte l'ensemble des acteurs, on voit aussi les enjeux de la ville parce que pour nous il y a des enjeux importants, notamment je vous parlais tout à l'heure de la question de l'eau, la question de la canopée, tout ça c'est des sujets qu'on doit traiter, la palette végétale, du choix des végétaux qui sont faits dans nos cours d'école, et puis entre cette concertation, les premiers dessins du bureau d'études et les premiers retours de marché public et les premiers coups de pelle qui ont lieu au mois de juillet, voilà, c'est quasiment un an. Voilà, on commence en octobre la concertation et la cour d'école est opérationnelle à partir
de juillet avec le VRD qui commence en juillet-août. On a 7 semaines. Et puis après, au moment de la bonne plantation, on plante. Et puis là, l'association avec qui on travaille revient et elle bosse sur la question de l'usage de cette cour d'école. Et là, elle dessine ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'on appelle un guide d'usage. Donc les guides d'usage sont très personnalisés. C'est chaque cour d'école qui a son guide d'usage parce que chaque cour d'école est différente. Voilà. Céline, il y a une question dans le chat sur savoir s'il y a des surcoûts d'entretien par rapport à ces cours renaturés et aussi quelle place du coup pour les parents sur la réappropriation des espaces puisque vous avez aussi travaillé les extérieurs, en tout cas les abords d'école. Oui, alors pour la première question, oui, bien sûr qu'il y a un coût de fonctionnement parce que on a un passage plus régulier de ce qu'on appelle nos collègues les jardiniers de la direction de nature en ville qui passent de manière un peu plus régulière parce qu'au départ, les végétaux, on les protège. Vous voyez, il y a quelques photos avec des ganivelles parce qu'on n'enlève pas tout de suite toutes les ganivelles parce qu'on donne la chance aux végétaux de pouvoir pousser dans de bonnes conditions. Et puis, ça demande un entretien supplémentaire, notamment les jeux sous copeaux. C'est un passage tous les mois de regarder qu'on a encore au bon niveau, et puis après, des fois, on doit recharger. Donc ça, c'est forcément un coût de fonctionnement qui est supplémentaire. Par contre, en termes d'entretien, on facilite un peu le travail, c'est-à-dire que comme on a mis des immenses cuves de récupération d'eau de pluie enterrées, du coup, ils ne viennent plus jamais avec les camions citernes pour entretenir les cours d'école. Donc, du coup, c'est aussi, voilà, on a facilité ce travail-là. Et la deuxième question, je ne m'en souviens plus, c'était sur… La place des parents dans l'entretien éventuel, voire l'appropriation. Alors, la place des parents, donc ils sont informés de la cour d'école, de sa transformation via les conseils d'école et puis après récréation urbaine aussi présente, donc l'association présente aux parents d'élèves comment ça va se passer et ce qui va se passer et comment est pensé l'aménagement. Donc, on leur demande aussi leur avis. Et puis, les parents, on les sollicite plutôt sur la question du devant de l'école, c'est-à-dire que devant nos écoles, on a une autre politique publique qui s'appelle l'apaisement aux abords des écoles, où on répond de 3 manières, c'est-à-dire soit en mettant une rue scolaire, c'est-à-dire où on ferme le matin et le soir la rue, et du coup, on va travailler avec les parents la question du pédibus, de comment on peut venir autrement à l'école qu'en voiture, parce qu'à Lille, on a quand même des sujets de circulation qui sont importantes. Et puis, soit on agrandit le parvis, et là, on permet aux parents d'utiliser ce parvis comme aussi un espace de vie ouvert aux habitants. Donc, on a par exemple devant l'école Pasteur, place Philippe Lebon, un parvis qui a été transformé par une association de parents d'élèves et Saint-Michel en transition pour être un jardin potager pour les habitants et les familles. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Et puis, donc ça, c'est quand on peut, ça c'est l'idéal, c'est quand on peut fermer définitivement la rue et du coup agrandir le parvis. Voilà, mais la place des parents, aujourd'hui, on expérimente pour ce premier été 2023 ce qu'on appelle les cours d'école ouvertes. Donc, on va ouvrir nos cours d'école dans des endroits où les habitants sont dépourvus de parcs ou d'espaces verts à proximité, à moins d'un kilomètre de chez eux. Donc, on teste sur Fives l'ouverture d'une cour d'école le week-end de 14h à 20h comme un parc public, avec un gardiennage, un accès aux sanitaires. Et puis nous, on développe, parce que ça nous intéresse beaucoup, la question du jeu libre. Et donc, on va mettre à disposition des familles des malles de jeu libre. Mais l'idée, c'est de voir comment ça prend. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure d'ouvrir nos cours d'école et nos équipements publics comme des vrais lieux de parcs urbains? Voilà, c'est l'expérimentation avec la métropole européenne de Lille. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Prévost, pour cette intervention. Je ne sais pas s'il y a plus de questions ou d'interventions de la part des participants, des participantes, mais sinon, en tout cas, donc encore une fois, merci. Ces retours d'expérience, du coup, nous permettent également de voir quelle plus-value il peut y avoir pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce que effectivement, c'est des quartiers qui sont encore plus soumis à des inégalités en termes d'infrastructures sportives. Et donc, le fait, comme vous l'avez dit, il y a des quartiers qui sont dépourvus d'espaces verts également, de parcs urbains. Donc, ces réflexions-là sont fondamentales, y compris pour les quartiers. Je vais laisser la parole à Ingrid. On va passer à l'intervention du grand témoin de ce webinaire.
Oui, bien sûr. Donc, comme évoqué en introduction, Grégoire Quélin, donc, qui est géographe spécialiste des inégalités spatiales et du genre, qui est déjà intervenu il y a quelques mois aussi pour l'IREF dans un webinaire consacré à la pratique d'activité physique. On a d'ailleurs réalisé un support pour vous permettre d'accéder à l'ensemble des ressources, pour aussi travailler sur l'ensemble des inégalités femmes-hommes, et y compris sur la question des espaces publics et des espaces en accès libre, comme les aires ludosportives, par exemple. Et donc, voilà, on a la chance d'accueillir une nouvelle fois Grégoire, qui a un rôle un peu différent aussi, là, aujourd'hui, de réagir par rapport à tout ce qui s'est dit, voilà, en termes de peut-être d'enjeux pour nos quartiers prioritaires aussi, à un moment important aussi où on se dirige vers de nouvelles contractualisations. Et donc, Grégoire, voilà, je vais te laisser la parole pour livrer un peu tes retours par rapport à ces différentes expériences et éventuellement tes points d'alerte ou préconisations par rapport à ce qui a été dit. Merci beaucoup déjà de l'invitation et pour les interventions précédentes. Beaucoup d'éléments assez intéressants à soulever sur cette question du droit à la ville, soulevée par Henri Lefebvre déjà il y a maintenant plus de 50 ans, et cette question de l'approche à hauteur d'enfant, de la ville à hauteur d'enfant, si maintenant l'approche genrée, l'adaptation au vieillissement commence à être davantage prise en compte dans nos villes. C'est vrai que cette question des enfants, elle fait encore souvent défaut. Je souligne ici le travail de la ville de Lille en ce sens, mais c'est vrai que ça se résume à des choix politiques, à une innovation sociale volontaire, donc au choix de personnes, et on n'a pas forcément de politique globale pour l'instant sur le sujet. 3 points importants qui me semblent notables aujourd'hui pour ce webinaire. Tout d'abord, l'idée de reconnaître et de s'appuyer sur l'expertise des enfants. Donc, effectivement, qui connaît le mieux vous-même, si ce n'est vous-même, c'est pareil pour les enfants. Donc, l'idée, c'est de partir déjà de leurs préoccupations. Donc, il y a 3 axes: faire connaître la ville aux enfants directement, consulter les enfants, donc ça peut être par exemple par les conseils municipaux d'enfants, comme c'est le cas à Lille, ou écouter aussi et prendre en compte les manières dont eux et elles veulent occuper l'espace, occuper les cours d'école et occuper la ville. Et donc là, l'idée encore une fois, de la ville de Lille, de partir d'un modèle de ville réduite sur laquelle ils peuvent créer et organiser leurs déplacements dans la cour, permet de déjà s'approprier l'espace. Et puis, du côté du collège de Tourcoing, ça va être un appui sur les demandes des collégiens et des collégiennes pour pouvoir répondre à leurs attentes sur les ateliers qui vont être mis en place. Le deuxième axe, c'est évidemment de valoriser et de mieux valoriser l'activité physique. Donc, ce design actif, ça permet effectivement de redonner vie aux espaces, mais aussi aux imaginaires, voire même de faire de l'activité physique sans s'en rendre compte. Et on peut parfois négliger ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a une partie des enfants qui n'ont pas envie de faire du sport. Et le fait de pouvoir pratiquer sans s'en rendre compte, c'est aussi un élément important. Parce que ces 60 minutes d'activité par jour, c'est plus qu'une recommandation, c'est une nécessité. Là où on se rend compte que l'inactivité est liée à 7% des décès dans le monde et qu'on a un vrai risque, notamment sur les jeunes, de voir ce chiffre augmenter. On a en plus une déperdition avec l'âge, c'est-à-dire que si on a une pratique qui est relativement importante et ce respect des 60 minutes d'activité par jour chez les jeunes en bas âge, plus on va augmenter, plus on va avoir une déperdition. Donc là, ça passe par un attrait de l'activité physique, par les lieux d'implantation, mais aussi par la liberté aux enfants. Encore une fois, l'exemple de la ville de Lille est assez intéressant, mais aussi du collège de Tourcoing, qui est de dire on va sortir du cadre d'imposition de l'espace va devoir répondre à telles attentes que nous, adultes, on va plaquer, pour proposer un regard des enfants et une adaptation en leur soumettant, par exemple, ces espaces, ces marquages au sol qui peuvent s'approprier l'usage un peu comme ils le souhaitent. On a aussi, et ça c'est un point important, une transversalité des acteurs et des actrices qui vont être mis en relation sur ces enjeux-là. Le rôle des parents, le rôle modèle évidemment, qui va être d'inciter le week-end par exemple à pratiquer et à sortir de chez soi, d'avoir une mobilité active. Là, je pense notamment au fait qu'il y ait moins d'un enfant sur 2 qui va utiliser un transport actif pour aller à l'école, que ce soit lié au coût, aux insécurités, à la distance, à la météo. Ça passe aussi par le rôle des parents qui vont parfois se dire tiens, la voiture, ça va être plus simple, tout simplement pour pouvoir gagner du temps. Donc là, il y a vraiment une idée de rôle modèle des parents et aussi une idée de restreindre, c'est-à-dire restreindre les écrans. Voilà, aujourd'hui, on a 93% des enfants
qui dépassent les 2 heures d'écran par jour qui sont recommandées par l'OMS. Dans le même sens, on a seulement 4 enfants sur 10 qui font les 60 minutes d'activité physique quotidienne par jour. Donc là, on a un déséquilibre net et un lien aussi entre ces deux éléments. Deuxième acteur, ça va être forcément l'école, hein, avec cette considération du sport. Et moi, je me souviens d'un exemple très personnel où, en arrivant au lycée, j'avais le choix entre plusieurs options, notamment sport ou allemand. Et mon proviseur adjoint à l'époque de mon collège m'avait dit ah non, mais il faut vraiment choisir l'allemand parce que le sport, ça ne sert à rien, quoi. Et là, on voit vraiment au niveau de l'imaginaire et de l'ancrage à quel point il y a un manque d'intérêt pour la question sportive, là où au final, les bienfaits du sport, que ce soit en termes de socialisation, de réussite éducative, de bien-être corporel, mental, sont vraiment essentiels à la réussite et à l'épanouissement aussi des jeunes et des moins jeunes. Donc, il y a un vrai enjeu de conscience, d'accompagnement et de compréhension de la place de l'activité physique au quotidien. Et puis, on a évidemment cette question de l'aménagement des espaces qui revient sans cesse et notamment sur la cour de récréation, puisque c'est là où les enfants vont passer beaucoup de temps aussi, l'école restant centrale dans la vie des enfants aujourd'hui. On a évidemment le rôle des collectivités territoriales, largement mis en avant par la présentation de Céline Pruvot, et je retiendrai moi une phrase importante, c'est permettre à chaque enfant d'y trouver sa place. Voilà, chaque enfant, ça veut dire tenir compte aussi des vulnérabilités, tenir compte du handicap, des inégalités de genre, des inégalités financières, tenir compte de tous ces degrés-là et vraiment se centrer sur les problématiques qui vont être particulières aux enfants. Donc, c'est cette idée de permettre aux enfants qu'ils s'approprient la ville, leur rendre la rue aux enfants. Et là, il y a vraiment une question aussi d'enjeu et d'échelle. Oui, dans la cour de récréation, mais pas seulement. Et le dernier axe important, ça va être vraiment de favoriser en sécurisant et en rendant l'activité physique plus juste, puisque là où il y a injustice, il y a non-pratique, globalement. Donc, ça passe par une tolérance zéro contre les violences dans le sport, violences sexistes et sexuelles, LGBT notamment, par la prise en compte de ces inégalités. Donc là, je renvoie au séminaire qu'on a effectivement eu l'année dernière avec l'IREV sur cette pratique sportive genrée et l'aménagement dans l'espace pour pouvoir inciter et favoriser et réduire ces inégalités aussi. C'est aussi tenir compte du fait qu'on a un désengagement des filles au collège, et c'était ce qui était signalé par Stéphane tout à l'heure, avec en 6e, 5e, un relatif équilibre, et puis en 4e, 3e, un désinvestissement très important, que ce soit en termes de coûts, de temps, de blessures, de manque de plaisir, de sexualisation des corps des femmes. On a énormément d'éléments qui vont qui vont rentrer en ligne de compte, et qui vont favoriser ce désengagement des filles, notamment, en fin de collège. Et puis, on a la question de la visibilité dans l'espace public. Et là, on a aussi un enjeu sur l'appropriation des city-stades majoritairement par les garçons et des initiatives qui sont extrêmement locales. Je pense au Comet Club, notamment, où il y a eu un article du Parisien il y a quelques jours. Et si je reprends le chiffre tout à l'heure des 4 enfants sur 10 qui font 60 minutes d'activité physique au quotidien, on est à 51% des garçons contre 33% des filles. Donc là aussi, il y a un vrai enjeu sur la question du genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit organiser l'espace en tenant compte de ces inégalités et aussi en tenant compte de ces inégalités dès l'enfance. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on le fait dès l'enfance, si on tient compte de ces inégalités de pratique et d'accès dès l'enfance, ça évite d'avoir à mener des politiques de rééquilibrage face aux injustices a posteriori. Donc plus on le fait tôt, plus on a aussi un travail facilité pour l'avenir et un développement sur le temps long. Et mon dernier point de vigilance, forcément, en tant que géographe, c'est la question de la dimension multiscalaire, puisqu'on se rend bien compte qu'on a des initiatives locales très intéressantes, qui vont aussi être le fait d'individus, de personnes, avec une adaptation à chaque établissement aussi et à ses spécificités. Mais on peut aussi se poser la question de cette dynamique globale à mettre en place pour favoriser la place des enfants et leur pratique des activités physiques, par rapport à des projets locaux qui vont dépendre de cette volonté des personnes et de choix politiques aussi. Donc, on peut imaginer travailler sur les cours de récréation, mais aussi travailler dans les classes directement avec cette idée de classe flexible où on peut mettre en place, par exemple, des ballons pour permettre aux enfants de s'asseoir et de bouger pendant qu'ils travaillent. Ça peut être aussi de réfléchir sur les cours de récréation, donc là où ils passent leur temps en majorité, mais aussi de rendre la ville plus largement aux enfants. Ça peut être de créer des rues des enfants. Il y a un exemple très frappant en Turquie d'une ville vraiment, d'une rue où les pratiques sont pensées pour les enfants, donc avec aucune mobilité de vélos, de voitures qui vont être importantes, et vraiment une sécurisation finalement de l'espace public pour leur permettre de se l'approprier.
C'est aussi les zones sensibles qui vont être colorées à proximité des établissements publics ou l'apaisement des écoles au niveau de l'île. À Blois aussi également, il y a pas mal d'expérimentations locales qui se font. Et puis enfin, c'est de tenir compte dans chaque usage de l'espace public de cette question des enfants. Et là, il y a un guide d'usage qui a été réalisé par la ville de Pau, si je ne dis pas de bêtises, qui est très intéressant, où justement qui montre que les bancs, par exemple, ne vont pas être à la même hauteur si on pense la ville pour des adultes, pour des personnes âgées, pour des personnes en situation de handicap ou pour des enfants. Donc ça, c'est tout un tas, par exemple, d'aménagements au sein des villes qui vont permettre de pouvoir favoriser ou non la place des enfants et donc aussi peut-être de favoriser leur déplacement et les manières dont ils vont utiliser la ville. Et on sait que justement, cet usage de la ville va aussi favoriser ou non la pratique de l'activité physique ou la sédentarisation des enfants. Donc voilà, beaucoup d'enjeux. J'ai essayé de faire une synthèse avec le peu de temps qui restait. Et je suis évidemment disponible pour répondre à vos différentes questions. Alors, je ne sais pas si à ce stade, il y a des questions et je pense que c'était extrêmement clair, précis, sur tous les enjeux que tu as évoqués. Et je vais peut-être du coup laisser la parole à Inès, puisque vous savez qu'on travaille sur une série de webinaires et qu'on ne va pas s'arrêter là. On va également diffuser le replay de la du précédent webinaire. Inès, je te laisse la parole peut-être pour promouvoir le dernier webinaire sur ce sujet. Oui, alors je remets le lien d'inscription pour le dernier webinaire du cycle Urbanisme égalitaire en QPV. Quelle perspective pour promouvoir l'activité physique de toutes et tous, qui aura lieu mardi prochain. Et dans ce troisième et dernier webinaire, on va aborder la question des mobilités actives et des leviers pour démocratiser notamment la pratique du vélo auprès des habitants et des habitantes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et notamment, on va faire un petit focus sur le développement de cette pratique auprès des femmes, puisqu'elles sont particulièrement désavantagées face à ce mode de déplacement. On verra comment ces enjeux de mobilité ils s'insèrent plus globalement dans les enjeux qu'on a évoqués dans les deux précédents webinaires, notamment en termes de transition écologique, de réduction des inégalités face à cette transition, et puis de promotion de la santé à travers le développement de l'activité physique et sportive. Donc on aura une première intervention qui permettra d'avoir des apports scientifiques sur la pratique du vélo et les inégalités dans cette pratique, avec l'intervention de Clément Duzong, qui est expert formateur mobilité active et qui est aussi l'auteur d'une thèse sur la pratique du vélo en banlieue parisienne. Ensuite, on aura l'occasion d'entendre les retours d'expérience de différentes associations qui développent des actions afin de développer justement la pratique du vélo auprès de ces populations. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis le replay de ce webinaire-ci, celui d'aujourd'hui, sera disponible dans quelques jours sur le site de l'IREV. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous les intervenants qui nous ont aidés à construire ce webinaire. Bonne fin de journée.